Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la troisième paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La troisième paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges une ou deux, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du popcorn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau.
Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges, mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs
a pour fonction de diriger le sucre vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. N'est-ce rien? Oui. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisseux.
La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en 3 morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand-chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant 2 joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues. Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute 2 œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça. Une boisson aussi noire que l'encre, efficace contre de nombreux problèmes de santé. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bounou. Tu as dû deviner qu'il s'agit de la description du café. C'est ainsi qu'un médecin allemand qui a voyagé pendant 10 ans au Proche-Orient au XVIe siècle a d'abord décrit le café. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de partir à l'aventure pour se procurer une tasse du précieux liquide. On peut facilement le préparer chez soi ou se rendre dans le café le plus proche. En 2023, les États-Unis comptaient à eux seuls plus de 72 000 cafés. Alors, imagine dans le monde entier. Lorsque tu penses au café, quel est le premier pays qui te vient à l'esprit? L'Italie? Peut-être la France? Pourtant, tu vas être surpris, mais en fait, la Finlande est le pays qui consomme le plus de café dans le monde. Imagine un peu, un Finlandais adulte boit jusqu'à 12,4 kg de café par an, alors qu'un Américain n'en est qu'à environ 5 kg. La Norvège occupe fièrement la 2e place et le Danemark ferme le top 3. L'Italie et la France ne figurent même pas dans le top 10. Soit dit en passant, chaque jour, les habitants de notre planète boivent quelques 1,6 milliard de tasses de café. Si tu as l'intention de battre des records de longévité, le café pourrait être utile. Selon une étude menée par Harvard Health Publishing, les gens qui boivent 3 à 4 tasses de café par jour ont plus de chances de vivre plus longtemps. Ça a l'air cool, mais ce n'est probablement pas la solution idéale. Jeanne Calment, l'une des super centenaires les plus célèbres au monde, a reconnu qu'elle buvait du café au lait au petit déjeuner. Et elle a vécu une vie incroyablement longue de 122 ans. Non seulement les humains ont prouvé que le café aidait à la longévité, mais les chats aussi. Je te présente Cream Puff, originaire du Texas. C'est un chat qui a vécu 38 ans. Jake Perry, le propriétaire de Cream Puff, a livré quelques détails sur le régime alimentaire de son protégé. Cream Puff mangeait généralement de la nourriture sèche pour chat, des œufs, du bacon de dinde, bref, rien de spécial. Mais le chat était aussi un grand amateur de café. Et le minou préférait le café avec de la crème. Maintenant, voici une question pour toi. De quelle couleur est ta tasse de café ? En fait, la couleur de la tasse dans laquelle tu bois a une grande importance. Certaines peintures, par exemple les émaux à base de plomb, peuvent libérer des substances toxiques dans les boissons. Les tasses émaillées de rouge et d'orange sont les plus susceptibles de contenir du plomb. Par conséquent, si tu veux jouer la carte de la sécurité, opte pour des tasses en verre, en céramique ou en acier inoxydable. Les tasses en plastique ou en aluminium ne sont pas non plus sans danger, car elles peuvent libérer des substances indésirables, tout comme les tasses émaillées. Mais la couleur est également importante pour des raisons psychologiques. Une expérience a été menée sur la perception du café en fonction de la couleur de la tasse. Ainsi, il s'avère que si nous buvons du café dans une tasse blanche, il peut nous sembler moins sucré que si nous le dégustons dans une bleue ou transparente. Le café a même joué un rôle important dans les grands événements sportifs. En 1932, les athlètes brésiliens n'avaient pas les moyens de se rendre à Los Angeles pour participer aux Jeux Olympiques. Une solution a toutefois été trouvée. Les autorités ont embarqué les athlètes sur un bateau rempli de café.
Ce café était vendu en route, ce qui a permis de financer leur voyage. Le café est aussi la garantie d'une vie de famille heureuse. Du moins, c'était le cas autrefois. Au XVe siècle, en Mésopotamie, le café jouait un rôle important dans les mariages. Les hommes choisissaient leurs futures épouses en fonction de leur capacité à faire un bon café. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de machines à café qui nous permettent de choisir nos partenaires en se basant sur leur personnalité. À Constantinople, une femme pouvait demander le divorce si son mari ne lui fournissait pas assez de café. Selon les critères de l'industrie, il faut environ 56 grains de café pour préparer une seule dose de café. Beethoven, oui, je parle de l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, comptait précisément 60 grains pour préparer son café du matin. Je suppose qu'il s'agissait plus d'un rituel que d'une recette particulière. Et toi, as-tu un rituel pour ton café du matin ? Un autre auteur de grands succès musicaux, Jean-Sébastien Bach, a même dédié une cantate au café, qu'il a appelée « Cantate du café ». C'est assez simple, non ? La cantate parle de la dépendance au café. Même si le café noir est censé être le plus répandu, tout le monde a goûté au moins une fois au cappuccino. Le cappuccino doit d'ailleurs son nom à la couleur finale de la boisson. Il s'agit d'une teinte joliment marron qui ressemble beaucoup à la couleur de la robe des capucins. De plus, la robe a un capuchon et le mot capuchon se traduit en italien par cappuccio. Le nom prend enfin tout son sens. Ceux qui n'aiment pas passer du temps à préparer le café optent souvent pour la version instantanée. Souhaitons un joyeux anniversaire au café instantané. Il fêtera bientôt ses 116 ans. Il a été inventé en 1907 et, jusque dans les années 1970, de nombreux consommateurs lui reprochaient son goût médiocre. Cependant, dans les années 1970, la technologie a évolué et les fabricants ont affirmé qu'il avait presque le même goût que le café fraîchement préparé. Le café instantané a également donné naissance à un autre produit populaire, les distributeurs automatiques de café. Le premier prototype a été inventé en 1947 et ces machines sont présentes depuis les années 1950. Il existe également des produits avec lesquels il n'est pas souhaitable de combiner le café. Numéro 1, la viande. La logique est simple, le café peut absorber le zinc dans le corps, il n'est donc pas conseillé de prendre un café après avoir mangé quelque chose qui contient du zinc. Je parle ici de la viande rouge, des huîtres et des haricots. Numéro 2, les aliments frits. Ces plats ont tendance à contenir beaucoup de mauvaise graisse. Et lorsque tu les combines avec de la caféine, ce mélange augmente le taux de cholestérol dans ton corps. Le numéro 3 peut surprendre, mais il n'en reste pas moins que le café et le lait ne font pas bon ménage. Le café ne permet pas au calcium d'être absorbé, de sorte que, techniquement, le lait n'apporte pas beaucoup de nutriments. Le Japon semble être l'endroit idéal pour les amateurs de café. Je veux dire, connais-tu un autre endroit où l'on peut littéralement se baigner dans le café ? Moi non plus. Ces thermes et ce parc d'attractions aquatiques, situé près de Tokyo, sont devenus célèbres pour leurs bains thermaux extraordinaires. Il y a 26 bains au total, remplis de café, de thé vert et de bien d'autres boissons. Seuls des ingrédients frais sont utilisés et les bains sont remplis tous les jours. Ainsi, pour fabriquer un bain de café, on fait infuser des grains de café avec de l'eau provenant de sources chaudes naturelles. Le prix est d'ailleurs assez raisonnable. Un billet pour adulte coûte environ $36. Si tu essayais de faire une baignoire à café toi-même, tu dépenserais sans doute plus. Il est temps de briser un autre mythe. Le café décaféiné contient bel et bien de la caféine. Une boisson décaféinée de taille moyenne renferme environ 7 mg de caféine, alors que le café ordinaire en compte environ 70. Oui, 10 fois moins, mais c'est suffisant pour perturber le sommeil. Quant au café classique, n'oublie pas que la caféine a une durée de vie de 6 heures et qu'il faut donc environ 12 heures pour l'éliminer complètement de l'organisme. Le café est à proscrire aussi bien avant de s'endormir que juste après le réveil. Le cortisol, l'hormone du stress, n'est pas seulement responsable du stress, mais aussi des cycles de sommeil. Son taux atteint son maximum entre 8 et 9 heures du matin, de sorte qu'une tasse de café ne fait qu'accroître l'anxiété matinale. Il est préférable de boire une tasse de café lorsque le taux de cortisol est au plus bas. Le cortisol atteint généralement un pic entre midi et 13h et entre 17h30 et 18h30. Pas de café à ce moment-là. Beaucoup de gens pensent que le café n'est pas une habitude très saine et optent pour de l'eau de bonne qualité ou d'autres boissons. Néanmoins, si tu ne peux pas dire non à ton plaisir coupable, essaye d'acheter un gobelet thermo et de préparer ton café à la maison. Ainsi, tu feras des économies et tu préserveras la nature, car les gobelets jetables ne sont pas recyclables et il faut au moins 20 ans pour qu'ils se décomposent.
Faire un saut dans un café est peut-être un de tes rituels quotidiens. Mais as-tu déjà compté combien tu dépensais pour cette habitude matinale ? Les milléniaux dépensent plus de $2000 par an pour le café, investissant parfois plus que dans leur retraite.